Dans le monde du JDR, presque toutes les tables finissent par vivre la même scène à un moment ou un autre, comme une espèce de canon event du rôliste. C'est le moment où une idée vous paraît tellement bonne que vous voulez absolument la tenter, même si les règles devraient normalement vous en empêcher. Vous vous imaginez déjà sauter depuis une rambarde, vous agrippez au lustre et vous balancez au-dessus de la salle. Vous lâchez ensuite prise, l'épée en avant, pour retomber sur l'ogre qui terrorise votre groupe et le terrasser d'un seul coup. Le livre de règles n'est pas forcément super d'accord avec tout ça, mais toute la table a envie de voir ce qui va se passer. C'est à ce moment que le MJ finit par prononcer cette toute petite phrase. Bon ok, vas-y, fais ton jet. Ça, ce moment où on décide d'assouplir ou d'écarter une règle lorsque la résolution paraît plus amusante, spectaculaire ou mémorable. On appelle ça la Rule of Cool. Elle peut récompenser l'initiative d'un joueur, préserver le rythme d'une scène, et produire un moment dont la table parlera encore plusieurs années plus tard. Mais cette petite phrase, ce fait-on jet, cette petite entorse d'apparence anodine aux règles, elle n'est pas toujours sans conséquences. Une exception peut favoriser les joueurs qui savent le mieux négocier avec le maître du jeu. Elle peut accorder gratuitement l'effet d'une capacité qu'un autre personnage a dû choisir. Et elle peut devenir une règle de fait sans que personne ne l'ait vraiment décidé. La question, c'est donc pas de choisir bêtement entre respecter les règles et privilégier le fun. Ce que je voudrais comprendre dans cette vidéo, c'est ce que la Rule of Cool apporte à une partie, ce qu'elle peut coûter, et dans quelle situation cet échange en vaut réellement la peine. Je ne sais pas s'il existe une définition universelle de la Rule of Cool. Peut-être que la vôtre diffère de la mienne, mais pour les besoins de la vidéo, je voudrais distinguer 3 choses bien différentes. Quand un joueur décrit son attaque de manière spectaculaire, sans réclamer d'avantage, il ne modifie aucune règle. C'est juste de la mise en scène. Si les règles ne donnent pas de réponse précise, et que le maître du jeu doit improviser une résolution, c'est un arbitrage somme toute normal. Aujourd'hui, je veux surtout parler de la Rule of Cool lorsqu'une règle ou une limite donne déjà une réponse, mais que la table décide exceptionnellement de s'en écarter parce qu'une autre résolution paraît plus intéressante. Et si autant de tables prennent cette décision, c'est bien parce qu'elle offre de véritables avantages. Le premier intérêt de la Rule of Cool, c'est qu'elle encourage les joueurs à interagir avec la scène, plutôt qu'à regarder uniquement ce qui est écrit sur leur fiche. Parce qu'un jeu de rôle, c'est pas censé être une interface où vous choisissez une action dans un menu déroulant. Si un joueur regarde le lustre, les tonneaux, la fenêtre ouverte et les gardes qui arrivent dans la rue, c'est généralement bon signe. Ça veut dire qu'il ne voit pas seulement une grille de combat et une liste de capacités, il essaye de comprendre le lieu et de s'en servir. Dans la plupart des cas, permettre une action qui n'est pas écrite sur la fiche, c'est simplement faire son travail de maître du jeu. La Rule of Cool commence lorsque l'idée se heurte à une limite précise, une distance insuffisante, une action déjà dépensée, une capacité qui ne fonctionne normalement pas comme ça, mais que la situation paraît suffisamment exceptionnelle pour mériter une tentative. Si toutes ces propositions reçoivent immédiatement la même réponse « non, les règles ne le permettent pas », les joueurs vont probablement finir par arrêter de chercher et de s'investir. La table peut décider que, dans des circonstances précises, l'action mérite au moins d'être tentée. Et cette nuance est importante. Il ne s'agit pas forcément de dire oui au résultat, mais simplement de dire oui à la tentative. Le personnage ne terrasse pas automatiquement l'ogre parce qu'il a sauté depuis un lustre. Il peut devoir réussir un jet difficile, perdre son arme, se retrouver au sol ou finir dans une position encore pire s'il échoue. Dans tous les cas, son idée a réellement modifié la scène. Le deuxième avantage, c'est que cette souplesse peut produire des moments qu'une application stricte des règles aurait empêché avant même qu'ils puissent exister. Imaginons qu'un personnage soit sur le point de tomber d'une falaise. Son allié veut se jeter vers lui pour essayer de le rattraper, mais la distance dépasse légèrement ce que son déplacement ou ses capacités lui permettraient normalement d'atteindre. Le maître du jeu pourrait parfaitement appliquer la règle et annoncer qu'il arrive trop tard. Pas de bol, ton perso tombe, je te lance l'imprimante pour ta nouvelle fiche. Mais il peut aussi lui permettre de tenter un dernier saut, avec un jet difficile et le risque de tomber à son tour. Là, ça donne une situation extrêmement tendue. Un jet que toute la table anticipe la respiration coupée. Techniquement, il vient peut-être d'assouplir une limite, mais il n'a pas supprimé le danger, il l'a transformé en décision. Le joueur doit maintenant choisir s'il accepte de risquer son propre personnage pour essayer de sauver l'autre. Et quel que soit le résultat, la scène aura probablement beaucoup plus de poids qu'une simple mesure de distance. C'est là que la Rule of Cool fonctionne le mieux. Pas lorsqu'elle supprime les conséquences, mais lorsqu'elle permet de transformer une idée en pari intéressant. En outre, ignorer certaines règles peut aussi permettre au jeu de mieux correspondre au ton recherché par la table. Dans une campagne héroïque et spectaculaire, s'élancer depuis un lustre, glisser sous les jambes d'un géant ou utiliser son bouclier comme une luge, c'est peut-être précisément le genre de scène pour laquelle les joueurs sont venus. Au contraire, dans une campagne très tactique, la position, les distances et les capacités disponibles font partie du plaisir. Accorder constamment des mouvements supplémentaires parce que leur description est amusante pourrait retirer de la valeur au choix et à la préparation des joueurs. Le degré de souplesse avec les règles que la table souhaite adopter dépend du type de partie que le groupe cherche à jouer. Enfin, il existe une situation un peu différente mais qui repose sur la même volonté de souplesse. Le groupe est confronté à une mécanique obscure,
personne ne connaît exactement la règle, la scène est lancée et ouvrir 3 livres pendant 10 minutes casserait complètement le rythme. Le MJ peut alors dire « Pour cette fois, on va le résoudre comme ça, je vérifierai après la partie ». C'est pas forcément de la rule of cool au sens strict, c'est plutôt un arbitrage provisoire. Mais le bénéfice est comparable. La partie continue et la recherche de la résolution parfaite ne détruit pas la scène qu'elle était censée servir. S'affranchir des règles peut encourager l'initiative, créer des moments mémorables, adapter le jeu au ton de la table et préserver son rythme. Ce sont des vrais avantages tout ça, et ils sont immédiatement visibles. Le joueur qui propose l'action obtient sa scène, la table découvre le résultat, le MJ voit que la partie avance bien. Le problème, c'est que les coûts éventuels sont beaucoup moins immédiats et évidents. Et surtout, ils ne sont pas toujours payés par la personne qui a obtenu l'exception. Le premier coup de la rule of cool, c'est qu'elle n'est pas distribuée de manière parfaitement égale, parce qu'une exception commence généralement par quelqu'un qui pense à la demander. Et autour d'une table, tout le monde n'a pas la même facilité à présenter son idée, à argumenter avec le MJ ou à insister quand la première réponse est négative. Je vous jure, c'est un truc de dingue comment certains joueurs sont capables de défendre leurs actions comme s'ils prononçaient la plaidoirie finale d'un procès. A l'inverse, certains se contenteront d'accepter la première décision du maître du jeu et se cantonnent plus volontiers aux règles établies. Si les exceptions sont principalement accordées aux propositions les mieux vendues, on finit par ajouter une caractéristique cachée au jeu, la capacité du joueur à négocier avec le MJ. Et contrairement au charisme, personne ne l'a choisi lors de la création du personnage. Imaginons un guerrier avec un charisme assez faible, mais dont le joueur est particulièrement doué pour improviser des discours. Au fil des sessions, dans des situations comparables, ses interventions convaincantes lui permettent régulièrement de réduire fortement la difficulté d'un jet, voire de réussir automatiquement. À côté, le joueur du barde est beaucoup plus réservé. Lorsqu'il veut négocier, il se contente d'expliquer l'objectif et l'approche de son personnage, puis il effectue son jet normalement. Le barde possède pourtant un excellent score de charisme et la maîtrise de la persuasion, mais dans les faits, l'éloquence du joueur du guerrier finit par compter davantage que les compétences inscrites sur la fiche du barde. Pourtant, au même titre qu'on ne demande pas à un joueur d'avoir une force herculéenne pour jouer un barbare, ou une connaissance profonde des arcanes pour incarner un mage, il me paraît injuste de pénaliser un joueur qui souhaite incarner un personnage charismatique pour son manque de verve. Ça ne veut pas dire pour autant que la manière de décrire une action ne doit avoir aucune importance. Expliquer son approche, les arguments utilisés ou les convictions sur lesquelles on s'appuie peut parfaitement modifier la réaction de l'interlocuteur ou la difficulté du jet. Mais il faut éviter que les compétences sociales du joueur remplacent complètement celles du personnage. On peut récompenser une bonne idée sans décider que le meilleur orateur autour de la table joue automatiquement le personnage le plus charismatique. Et le problème existe en dehors des interactions sociales. Certains joueurs savent très bien comment présenter une action pour la rendre irrésistible. D'autres, plus réservés ou simplement habitués à respecter les limites annoncées, ne penseront même pas qu'ils peuvent demander une exception. Le problème n'est évidemment pas que certains joueurs proposent beaucoup de choses, c'est une qualité. Il apparaît lorsque les possibilités de leur personnage dépendent davantage de leur capacité à insister que des règles communes à toute la table. Le deuxième coup de la rule of cool, c'est qu'une exception peut retirer de la valeur à un choix mécanique. Imaginons un lanceur de sorts dans D&D qui souhaite utiliser sa magie au milieu d'une conversation sans être remarqué. Son sort possède des composantes verbales et somatiques, mais le joueur explique qu'il va murmurer entre ses dents, dissimuler ses gestes sous sa cape et attendre que personne ne regarde dans sa direction. La description est intelligente, elle pourrait éventuellement influencer la manière dont les témoins réagissent, ou les chances qu'ils remarquent quelque chose. Mais si elle permet de supprimer complètement les composantes du sort, le personnage obtient gratuitement une partie de l'effet de sort subtil. Une option spécifique qui demande normalement un choix de personnage et la dépense d'une ressource. Ici, le problème n'est pas que le joueur ait proposé cette solution. Le souci, c'est de lui accorder gratuitement le résultat complet. Avant de valider une exception, il peut donc être utile de se demander si le jeu ne fait pas déjà payer cet effet quelque part. Est-ce qu'un don permet de le faire ? Un sort, une capacité de classe, une ressource limitée ? Est-ce que ce n'est pas précisément la spécialité d'un autre personnage présent autour de la table ? De fait, une exception ne se contente pas toujours d'ajouter une possibilité. Parfois, elle retire de la valeur à un choix que quelqu'un d'autre a fait. Le troisième coup, c'est que les règles deviennent moins prévisibles. Une règle connue permet aux joueurs de préparer un plan, en sachant approximativement ce que leur personnage peut accomplir et quels risques il prend. Mais imaginons qu'un personnage puisse exceptionnellement parcourir 3 mètres supplémentaires parce que la scène est dramatique et que sa description est particulièrement réussie. La décision peut être excellente sur le moment, mais quelques séances plus tard, un autre joueur se retrouve à 3 mètres de trop de son objectif et demande la même chose. Si le MJ accepte, l'exception commence à ressembler à une nouvelle règle. S'il refuse, il doit expliquer pourquoi la première scène était suffisamment cool et pas la seconde. Et c'est pas forcément impossible à justifier, les circonstances peuvent réellement être différentes. Mais chaque exception crée une petite dette de cohérence que le MJ devra probablement rembourser tôt ou tard. Les coups de la rule of cool ne se limitent donc pas à savoir si une action est trop puissante. Ils concernent aussi l'équité entre les joueurs, la valeur de leur choix et la confiance qu'ils peuvent placer dans le fonctionnement du jeu. Une exception isolée peut parfaitement valoir ce prix,
Mais lorsque ces exceptions deviennent régulières, elles commencent à apprendre aux joueurs une nouvelle manière de jouer. Et c'est là que la Rule of Cool ne modifie plus seulement une scène. Elle commence à modifier la manière d'appréhender le jeu à la table. Une décision de MJ ne résout jamais seulement la scène en cours. Elle apprend aussi aux joueurs comment fonctionne la table. Si une idée spectaculaire permet régulièrement de dépasser les limites prévues par les règles, les joueurs vont naturellement chercher à rendre leurs actions plus impressionnantes et à mieux les vendre. Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, ils s'adaptent simplement à ce que le jeu récompense. Petit à petit, la fiche de personnage peut alors devenir un simple point de départ. La véritable résolution ne se déroule plus seulement entre les capacités du personnage, la situation et les règles, mais aussi dans la négociation avec le MJ autour de la table. Et certaines tables adorent jouer de cette manière. Elles préfèrent une partie très libre, dans laquelle les règles servent de cadre général et où chaque situation peut être rediscutée en fonction de la fiction. Si tout le monde recherche cette souplesse, il n'y a rien de fondamentalement mauvais là-dedans. Mais ce fonctionnement peut aussi frustrer un joueur qui apprécie justement de construire ses plans à partir de règles prévisibles. Il peut avoir choisi une capacité particulière, économiser une ressource ou accepter une faiblesse parce qu'il pensait que ces contraintes auraient de l'importance. S'il découvre que les mêmes limites peuvent être contournées par une description suffisamment convaincante, il ne joue plus exactement au jeu auquel il pensait participer. A l'inverse, si le MJ accepte une exception spectaculaire, puis refuse des propositions comparables, les joueurs peuvent finir par ne plus savoir ce qui compte vraiment. Est-ce que la première situation était différente ? Est-ce que la seconde idée était simplement moins impressionnante ? Est-ce qu'il aurait juste fallu davantage insister ? Certains joueurs vont arrêter de proposer des actions originales pour éviter cette incertitude. D'autres vont commencer à discuter chaque décision dans l'espoir d'obtenir la même faveur. Dès lors, la souplesse qui devait à la base préserver le rythme peut alors produire davantage de négociations et de rule lawyering. Le problème n'est donc pas qu'une table transforme les règles. Les règles d'un JDR peuvent parfaitement évoluer pour mieux correspondre au groupe. Le problème, c'est lorsqu'elles se transforment sans que tout le monde sache à quel jeu ils sont désormais en train de jouer. Une exception réellement exceptionnelle peut rester un moment isolé, mais lorsqu'elle revient régulièrement, il vaut souvent mieux l'assumer comme une règle maison et en discuter avec le groupe. Reste alors la question la plus utile. Comment savoir si une exception mérite d'être accordée, limitée ou refusée ? Reconnaître les risques de la Rule of Cool ne signifie pas qu'il faut systématiquement la refuser. Mais avant d'écarter une règle, le maître du jeu peut se poser 4 questions. Première question, est-ce que les règles donnent déjà une réponse ? Si les règles ne prévoient pas la situation, le MJ doit simplement inventer une résolution. C'est un arbitrage normal. Si elles donnent déjà une réponse, il faut identifier précisément la limite qu'on envisage d'écarter. Une capacité, les effets d'une attaque, ses dégâts ou ses conséquences. Deuxième question, est-ce que le jeu fait déjà payer cet effet quelque part ? Est-ce qu'un don, un sort, une capacité ou une ressource permet normalement d'obtenir ce résultat ? Est-ce que c'est la spécialité d'un autre personnage ? L'exception ne devrait probablement pas offrir gratuitement le même effet avec la même fiabilité. Elle peut être plus limitée, plus risquée ou dépendre de circonstances difficiles à reproduire. Troisième question, quel risque, quel coût ou quelle limite subsiste ? Une exception intéressante peut transformer une contrainte en pari, mais elle ne devrait pas simplement la faire disparaître. Et demander un jet ne suffit pas toujours. Si la réussite accorde un avantage important, mais que l'échec ne change pratiquement rien, le personnage ne prend pas réellement de risque. Quatrième question, est-ce que j'accepterais la même chose dans une situation comparable ? Si la réponse est oui, le MJ crée peut-être un précédent qu'il devra être prêt à assumer. Si ce type de situation revient régulièrement, il pourra devenir utile d'en faire une véritable règle maison. Si la réponse est non, il faut pouvoir identifier les circonstances précises qui rendent cette situation exceptionnelle. Considérer que la description était vraiment cool, c'est un critère difficile à appliquer équitablement sur la durée. Ces 4 questions ne donneront évidemment pas une réponse mathématique à toutes les situations, et le MJ n'a pas besoin d'interrompre chaque scène pendant 5 minutes pour les réciter dans sa tête. Elles servent surtout à essayer de comprendre ce que l'exception est réellement en train d'apporter, ce qu'elle peut coûter au reste de la table, et le précédent qu'elle risque de créer. Mais aucune méthode ne peut décider à la place du groupe du type de jeu qu'il recherche. La Rule of Cool est parfois présentée comme la règle qui doit dépasser toutes les autres, parce que le plaisir de la table serait forcément plus important que le contenu d'un livre. Et en soi, je suis entièrement d'accord avec cette affirmation, mais je pense qu'elle présuppose une opposition erronée entre règles et plaisir de jeu. Les règles ne sont pas nécessairement les ennemis du fun. Pour certains joueurs, une partie du plaisir vient justement de la possibilité de comprendre les limites du jeu, de construire un personnage en conséquence et de trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent à l'aune de ces contraintes. Pour d'autres tables, ces règles sont surtout un cadre général qu'on peut assouplir dès qu'une autre résolution paraît plus intéressante. Il va sans dire qu'aucune de ces manières de jouer n'est universellement supérieure à l'autre, mais elles ne produisent pas les mêmes attentes. Personnellement, je me méfie de la Rule of Cool lorsqu'elle devient un principe général ou une manière habituelle de compenser les faiblesses d'un personnage. Mais ça ne signifie pas que je pense qu'un MJ doit appliquer chaque règle à la lettre
même lorsque celle-ci produit une résolution absurde, frustrante ou complètement opposée au ton recherché par la table. Une exception peut améliorer une scène lorsqu'elle repose sur des circonstances réellement particulières, qu'elle conserve un risque intéressant et qu'elle ne reproduit pas gratuitement ce qu'un autre personnage a dû choisir. Et si le groupe préfère une aventure beaucoup plus narrative, dans laquelle les règles passent volontairement au second plan, s'affranchir des règles quand elles paraissent pesantes devient beaucoup plus logique. Certains systèmes intègrent d'ailleurs directement cette liberté. Ils permettent aux joueurs de modifier la fiction ou d'obtenir un avantage narratif en échange d'une ressource clairement définie. Dans ce cas, la souplesse ne dépend plus uniquement de la capacité à convaincre le maître du jeu. Le jeu indique qui peut intervenir, jusqu'où et à quel prix. Au fond, les règles ne sont que l'un des nombreux outils qui permettent à une table de s'amuser. À chaque groupe de se les approprier, de les adapter et de décider ensemble de la place qu'ils souhaitent leur donner. Je vous embrasse fort, portez-vous bien.